On va étudier à nouveau le dessous de l'épaule et du torse supérieur, car il y a une chose jusqu'à maintenant que je ne vous ai pas avouée parce que je la trouvais trop complexe, mais il faut vous avouer qu'il y a un muscle du dos qui passe en avant et qui fait des espèces de dentelures incroyables et qu'on appelle le grand dentelé. Alors on va aller le chercher. Je vais tout simplement prendre un rachis de 2/3 comme d'habitude, hein, en mettant le sacrum. Pour moi, c'est vraiment la position classique, si vous voulez. Hein. Donc, si ça vous amuse, on peut brancher le bassin tout de suite pour que ce soit fait. D'accord? La position que j'utilise, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre, un garçon ou une fille? Peut-être une fille pour changer, non? Hein? Donc, on met, vous vous souvenez, on met des tubérosités iliaques là, on ne met pas d'angle rentrant, d'accord? Si c'était un garçon, hein, je vous fais revenir 15 jours ou 3 semaines en arrière. Si c'était un garçon, angle rentrant, j'ai vu un film hier soir qui m'a beaucoup déçu, mais qui plaît peut-être à votre génération, parce que les personnes qui m'accompagnaient, par contre, ont été relativement enchantées, et qui s'appelle Respiro. Du point de vue morphologique, en tous les cas, il est passionnant. Et si vous aimez les jeunes garçons ectomorphes dégraissés, alors là, vous avez des bêtes magnifiques et des angles rentrants de gamins, vous voyez, Castonou, il y a cette espèce de jeune homme comme ça. Ils sont très, très bandants, ils sont très bandeurs et salauds et agressifs entre eux. Il y a des chiens enfermés qui gueulent. Il y a une femme un peu folle au milieu de tout ça qui est la seule qui soit raisonnable. C'est un film très, très mystérieux qui travaille beaucoup. J'ai eu quasiment une insomnie à la suite de ça. Mais du point de vue morphologique, il est tout à fait passionnant, d'une sexualité extraordinairement discrète, mais très, très, très présente. Ce genre de choses que je trouve très dignes, comme ça. Et alors, vous avez des tas de jeunes torses, comme ça, qui sortent, d'ailleurs, entre eux, comme la guerre des boutons, comme tout ça. Vous connaissez ce... Non, hein? La guerre des boutons de Louis Pergaud. Et il y a un film qui a été fait par Yves Robert, qui était charmant. Et c'est un instituteur, Louis Pergaud, qui est mort pendant la guerre 14, donc il n'a pas eu de destinée. Mais c'est vraiment un joli... Enfin, c'est un livre que j'ai lu 2 ou 3 fois dans mon enfance. Donc, je ne l'ai pas lu depuis, je peux pas... Alors donc, si vous voulez, dans ces torses de jeunes hommes, c'était passionnant, de garçons, d'adolescents. Il y avait des bassins, comme des bassins de lièvres, des bassins de chiens, avec les spinaux qui partaient et des angles rentrants. Je n'ai cessé de penser à vous. Alors, donc, vous voyez, donc, si vous voulez, ça, et alors on leur voit les spinaux, etc., ils se jettent en avant, donc ça fonctionne énormément. Chez la femme, ce n'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Et en plus, il y a une localisation graisseuse qui passe au-dessus. Hein? Donc, ici, alors, puisque j'ai choisi une femme, j'ouvre pour laisser passer la tête du bébé. Vous êtes d'accord? Ça revient, n'est-ce pas? Ici, si vous voulez, l'épine sciatique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un trou obturé ou obturateur triangulaire, oui, je dis bien, symphyse pubienne. Une tête fémorale ici, un col là, et on fuit avec un fémur. Toujours mon attitude classique, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. L'ischion est ici. L'autre ischion, là. Ça vous fait peut-être pas de mal de réviser un peu. On va lui ouvrir et raccourcir, n'est-ce pas? On lui ouvre l'angle sacré. Je me suis fait avoir par ce film, parce que ça se passe dans l'île de Lampedusa, qui est le nom du merveilleux auteur qui 2 ou 3 ans avant sa mort s'est mis à écrire un chef-d'œuvre, Lampedusa, qui a écrit Le Guépard. Donc, je me suis fait complètement avoir, parce que cette île est sauvage, atroce, etc., ensoleillée, et plein de bouts de pierre qui ressortent de tous les côtés.
Et ça n'a rien à voir avec le guépard. Mais alors, absolument rien. Donc, l'illusion des mots. Voilà, donc mon bassin féminin. Le bébé peut passer, hein. Il passe par là, il repasse par là. Ensuite, petit trochanter, grand trochanter, col, ça vous va ça? Voilà, on va dissimuler là. Voilà, et on file par là. Mais je vais tout de même aller voir si je n'ai pas tout perdu en 15 jours. Donc voilà ce bassin féminin, hein, posé, oui, ça marche. On voit bien le passage du bébé, on le voit presque trop. Hein. C'est un hydrocéphale quasiment qui va passer par là. Donc, je monte le rachis. Elle est très voûtée quand même, donc on va se calmer un peu. Je monte le rachis, je place. Alors, la cage thoracique, ça, il faut être sérieux, n'est-ce pas? Il y a une première côte, d'accord, qui définit le volume du cou et son orientation. Donc, quand vous dessinez ces deux espèces de lames larges en cercle qui se trouvent donc à la base du cou, c'est psychologiquement très important pour le personnage que vous dessinez, n'est-ce pas, et l'attitude que vous rendez. Vous voyez? Donc, vous partez de ça par rapport au rachis, vous le situez par rapport au rachis, et ensuite vous descendez votre cage, comme vous avez envie. J'ai envie qu'elle soit un peu courtaude, hein, courtaude, d'accord? Donc voilà, je pense sa première côte ici. Je pense son sternum ici, c'est trop long, appendice xiphoïde, et j'ai peut-être tort. Voilà. Je me suis fichu dedans, excusez-moi. Donc, sa première côte ici, son sternum là. Voilà, j'ai envie qu'elle soit large, solide. Voilà, donc ensuite ici, voilà, je lui raccorde les deux côtes flottantes. Je ne m'amuse pas tellement à lui dessiner les épineuses. Je dissimule un peu la première côte, un peu le sternum, et voilà ma cage. Ça doit être un peu étroit là, je crois. Donc, j'en remets. Et je regarde, et je lève. Oui, bonne, solide. Un peu trop. À gauche, ça déborde trop en bas. Hein. Vous me retirez cette convexité supplémentaire. Puis la 10e côte, c'est vraiment pas joli. Là. Donc, on va reprendre. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Je crois. Bon, la tête, on la tourne hein, pour s'en débarrasser. Voilà. Il faut... Oui, donc... Voilà. Donc, je vais mettre ici la ligne courbe occipitale. Je ne vais pas rapporter de crâne, j'ai peut-être eu tort. Comment ça s'appelle, ça, l'apophyse mastoïde? La ligne courbe occipitale, ça vous va, ça? Vous vous souvenez ou pas? Un crâne féminin, vue de profil. Pas trop de massif dentaire. Voilà. Voilà donc les apophyses mastoïdes. Ça vous va derrière le creux de l'oreille? Il est fichument bien dessiné. Ça. Et donc, ici, voilà l'espèce d'appendice qu'on a en arrière, que j'ai très fortement marqué, mais ça peut exister, hein, ça. Et vous avez ici deux lignes courbes occipitales où viennent s'attacher les muscles de la nuque. D'accord? Ici, ovalaire, branche montante, branche horizontale, etc. Question? Ça va? Vous suivez? Je continue. Donc, ça, ici, c'est ça, l'apophyse mastoïde. D'accord? Ligne courbe occipitale, vue de profil. Et comment ça s'appelle, ça? Protubérance externe, ici. Protubérance externe. Bon. Alors, on va directement
placer les omoplates. C'est une femme. Je n'ai pas d'omoplates de femmes dans mon stock parce qu'en général, elles sont tellement fragiles, surtout quand elles sont modernes, comme ça. Ça, c'est un os ancien, ça, c'est un os assez solide malgré tout, contemporain. Mais vous voyez, c'était un homme très, très costaud qui avait ça avec des muscles sous-scapulaires très, très, très accrochés. Donc, je vais lui glisser l'omoplate, mais pas trop en avant, parce que justement, tout est là ce soir. Donc, simplement, vous voyez, comme ça, je lâche. Et comme ça, on va découvrir une forme assez mystérieuse, je dois dire, qui est donc ce muscle grand dentelé. Pardon. Voilà, donc on place une omoplate. Ça, c'est l'insertion du grand rond. On lui place une autre omoplate. Voilà. Une épine. Voilà. 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 Celle-ci me semble un peu petite. Voilà. On va aller regarder de loin. Question? C'est trop petit. Vous en remettez. Hein? C'est visiblement trop petit. Les deux. Celle-là, je ne peux pas monter plus haut parce que vous voyez, il faut que je sois au deuxième espace intercostal. C'est là où je manque. Donc, en bas, oui, je ne vous ai pas dit ça parce que ça m'ennuie ces trucs-là. C'est fait pour les médecins et les kinésies. L'omoplate en position normale, moyenne, de référence, est située entre le deuxième et le huitième espace intercostal. Voilà, donc là, je crois que ça va. Voilà. Bien. Voilà, donc nous avons une femme avec ses deux omoplates. On ne va pas lui porter les bras trop en dehors. Voilà. Alors, habituons-nous au bras un tout petit peu. J'aurais peut-être besoin de ce morceau-là, je vais me mettre là. Un numérus vu de face, je vais vous le montrer. Ça, c'est un gauche, mais il est très beau. Et ça, c'est un droit. Pas le même personnage, mais ça ne fait rien. Celui-là, ce qu'il a vraiment d'extraordinaire, c'est sa matière et le fait qu'on voit bien qu'à l'inverse du bras qui paraît relativement vertical, vous voyez, mais on se fait avoir, hein, parce que derrière, regardez, c'est assez étrange. Il se passe quelque chose d'un peu bizarre et d'oblique. Et vous voyez, on le retrouve sur l'os, ce bizarre. Hein. Donc, en effet, il est intéressant que tout de même, assez vite, on se rende compte que cet os, qui, si on regardait un bouquin par malheur, n'est-ce pas, paraîtrait vertical. J'ai peut-être un numérus de femme. Non, mais j'en ai un, mais pas ce soir. Vous voyez, si vous ne regardez comme les gens académiques, n'est-ce pas, que les contours, à ce moment-là, vous avez l'impression d'une forme cylindrique qui descend, qui s'évase en bas, etc. Mais si on le fait tourner dans ses doigts, on voit qu'il y a une torsion de l'os sur lui-même, n'est-ce pas? Vous voyez, vraiment comme s'il était fait même de deux parties disjointes, avec une gouttière là dans laquelle passe un nerf très très important. Voilà, vous voyez, ça c'est un gauche. Hein? Donc, quand on regarde cet os de face, je vais vous en dessiner un droit, quand on regarde cet os de face, on a donc, je le répète, la tête, ça n'est plus qu'une demi-sphère. Pour le fémur, ce sont 2/3 de sphère. On a la tête comme ceci, on descend sans problème, on descend sans problème, s'accrocher en bas sur un os extrêmement important, très préhensible, qui est ici, et qui rentre exactement dans le creux de la taille. D'accord ? C'est tout de même assez extraordinaire. Quand on est en position idiote, comme dans les livres d'anatomie, on ne s'en rend pas compte, n'est-ce pas ? Mais le membre sup est fait pour aller avec le torse. Vous vous souvenez du cubitus valgus physiologique que je vous ai montré ? Eh bien, regardez, là,
ça paraît posé à côté. Si je fais ça, hop, vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier. D'accord? C'est une congruence parfaite entre le membre supérieur et le torse. C'est pour ça que, suivant les formes du torse, des hanches, etc., le membre supérieur change de forme, se retourne en arrière, s'en va en avant, cubitus valgus, recurvatum, etc. C'est parfaitement complémentaire, comme si je ne sais pas. Mais c'est vrai que, si vous voulez, une des positions dans lesquelles on est le plus solide, regardez, je ne sais pas, je suis nul, mais au cricket, ils ne sont pas comme ça, enfin, je ne sais pas. C'est cette attitude-là, on est prêt à tout, on est prêt à bondir en avant, etc. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dessous. Moi, je ne suis pas du tout physiologiste, mais vous voyez, c'est très étrange que ça vienne en complémentarité. Il n'y a qu'une chose qui puisse surprendre, c'est de retrouver certains hommes avec un génuvarus extraordinaire. L'autre jour, j'ai vu dans la rue une jeune femme, 16-17 ans. Je ne comprenais pas comment on peut la laisser vivre comme ça. Elle marchait, je vous assure, et puis pas laide de visage du tout, mais d'une fragilité incroyable. Elle marchait en glissant la cuisse, en posant le pied, en glissant la cuisse, en posant le pied, comme ça. Tout de même, on dit en ce moment, moi, je ne lis pas les journaux de médicaux et autre chose, mais on dit en ce moment qu'il y a une pathologie des jeunes femmes au niveau des ligaments articulaires du genou et du génuvalgum. Alors là, je l'ai vu, et vous pouvez le voir. C'est vraiment très étonnant de voir comme de plus en plus, chez les jeunes filles, les pieds sont en dehors, n'est-ce pas? Et d'autant plus qu'elles portent des chaussures souvent lourdes. Les pieds sont en dehors et les genoux sont complètement réunis en avant. Et on voit parfois, ça m'intéresse de les repérer, on voit des varus chez les garçons. Mais c'est moins choquant, si vous voulez. Un garçon qui a tendance à aller en dehors. Mais alors là, vraiment, on voit une gêne dans la marche. N'est-ce pas? Je n'arrive pas à l'imiter. C'était effrayant, effrayant. Moi, je me demande ce que font les parents. Enfin, pas du point de vue du métier, je ne sais pas la fiche. Je me demande comment réagissent des parents devant une telle situation, ou un médecin scolaire. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que là, ça la gêne pour vivre. Et moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis cette horreur-là. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on descend ici jusqu'à l'épitroclé. C'est une vue de face. Donc, je remonte comme ceci. Je place, vous avoir raconté ça, ça m'a troublé, je crois. Donc, je place ceci ici, n'est-ce pas? Le col est là. J'ai une petite tubérosité en avant, une grande tubérosité en dehors, n'est-ce pas? Une convexité en bas. Il faut bien qu'on puisse vivre les uns avec les autres, prendre le métro. Si on avait ce truc-là en dehors, ce serait absolument invivable. Déjà, les gens sont agressifs, mais alors qu'est-ce que ce serait? Si on se heurtait perpétuellement les épitroclés. D'accord? Donc, les épitroclés sont en dedans et rentrent heureusement dans le creux de la taille, sauf quand on les sort en se mettant au garde-à-vous. Mais encore, ça irait dans le creux de la taille. Et là, vous allez avoir deux systèmes articulaires extrêmement simples et commodes auxquels je me suis référé dès le début de l'année. Une sphère, donc un mouvement de rotation, n'est-ce pas? Et une poulie. Hop! À noter seulement que la poulie n'est pas symétrique. D'accord? Donc, si elle n'est pas symétrique, ça veut dire que l'os qui s'articule sur cette poulie partira en dehors, n'est-ce pas, par rapport au bord interne. Vous me suivez? Voilà, donc le cubitus filera comme ça. Voilà. Donc, si je dessine cet os ici, c'est le même en vue de dos, n'est-ce pas? Donc, je descends ici en visant pour que ceci atteigne le pli de la taille, le creux de la taille, vais-je dire. Voilà. Ensuite, ici. Et alors, derrière, on voit encore plus le contraste, n'est-ce pas? C'est-à-dire la convexité en dehors, n'est-ce pas? Et je branche là-dessus une trochlée asymétrique et un rétrocondyle, c'est-à-dire l'arrière du condyle, qui me fait une convexité postérieure très, très repérable. C'est là. Voilà.
avec l'épicondyle qui est très discret en dehors. Alors là, si vous voulez, par exemple, pourquoi je trouve l'anatomie tellement bête? Eh bien, les pauvres étudiants en médecine, par exemple, ils apprennent épitroclé, ils n'apprennent plus rien du point de vue anatomique, mais disons les kinésithérapeutes qui sont, ou les médecins de médecine physique, les spécialistes de l'os, les rhumatologues, par exemple, qui connaissent très très bien leur anatomie, n'est-ce pas, ou qui se doivent de la connaître, par exemple, apprennent épicondyle, épitroclé. Mais alors, ça donne dans leur tête, quelquefois, des schémas qui sont de ce genre. N'est-ce pas? Avec ça, je ne me trompe pas si je me trompe, avec ça ici et ça là. Vous voyez, un axe de symétrie dans leur crâne, l'épitroclé, l'épicondyle, l'atroclé, le condyle, et le tour est joué. Et c'est nul. Et c'est très inquiétant de leur laisser nos bras dans les mains, vous savez, avec une telle vision. D'accord? Donc, si on regarde le moindre os, vous voyez que l'épicondyle, c'est rien. N'est-ce pas? C'est là. L'épitroclé, c'est tout ça. Et c'est évident. De l'épitroclé partent les muscles qui sont là. Vous voyez? Les fléchisseurs, ceux qui me permettent de tenir un poids. On est d'accord? De l'épicondyle, c'est-à-dire ici, ce petit point, là, partent les muscles qui sont là, n'est-ce pas? Les extenseurs qui permettent quoi? De lâcher les objets. D'accord? Et que je sache, c'est plus fatigant de tenir un sac que de le lâcher. D'accord? Donc, il n'y a aucune équivalence de volume et de poids dans les muscles qui prennent et qui lâchent. Et donc, bien évidemment, il n'y a aucune équivalence de volume entre les deux os qui donnent leur structure comme attache aux muscles qui prennent, qui tiennent et aux muscles qui lâchent. C'est-à-dire les fléchisseurs et les extenseurs. Les fléchisseurs, les extenseurs. Ça marche ou pas? Par contre, dans la vie, on voit très très bien les extenseurs, n'est-ce pas? Je ne sais pas, on en joue beaucoup, si vous voulez, du point de vue des avant-bras, etc. Mais la masse, le volume considérable, ce sont les fléchisseurs. D'accord? Voilà, donc je vais m'arrêter là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour aujourd'hui. Question? Non. Valérie, vous êtes là, c'est ça. Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Non. Alors, c'est un peu pour vous parce que vous m'avez posé des questions sur le grand dentelé. Donc, je vais y venir. C'est une question qui date d'il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a 3 semaines à moi. Alors, vous vous souvenez sans doute, pas de questions. J'aimerais bien, vous seriez gentil. Oui, monsieur. Où est-ce qu'on peut situer la fossette olécrânienne par rapport en regardant le condyle et le trochlé? Très bien. Là, vous avez la trochlée. La trochlée donne articulation au cubitus. D'accord. L'olécrâne, c'est l'os du coude. D'accord? Donc, pour que l'olécrâne, l'os du coude, rentre dans l'humérus, il faut qu'il rentre au-dessus de la trochlée. Donc, c'est tout simple. Puisque là, vous la voulez, elle est là. D'accord? Ça marche? Merci. Une autre. Chez les herbivores, non, il n'y a pas ce trou, parce qu'ils n'ont pas besoin de... Le mouvement se fait dans l'autre sens. Ils n'ont pas besoin de Chez un lapin? Chez les herbivores. Oui, un lapin. Un cheval. Un cheval... Alors, qu'est-ce qui leur manquerait? C'est une différence entre les carnivores et les herbivores? C'est ça. Si vous voulez, prenons un avant-bras de cheval. Là. Mais là, vous me faites passer dans l'avant-bras, je ne voulais pas y aller. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. Vous me posez des questions. Très bien, très bien. Donc, un cheval, n'est-ce pas? Les sabots, le pâturon, l'articulation du poignet, voilà son avant-bras. D'accord? Donc, je le regarde de 2/3 face, là. Voilà ses avant-bras qui descendent, comme ceci. Je suis surpris parce que quand je regarde son ossature de poignet, ça a l'air quasiment d'un domino, si vous voulez. Boum, 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 boum. Hein? Rien à voir avec nous qui avons des tas
d'éminence, etc. Puis je vois aussi qu'il ne prend pas, comme ça, comme vous le disiez. Donc il a un radius qui est ici, n'est-ce pas, là. Mais bizarrement, il a le radius, il a le bas du radius, vous voyez, il a ça, ici. Mais bizarrement, il n'y a pas le haut. Sur le haut de son radius se greffe un bout de cubitus. Voilà. Donc, l'olécrane dont parlait monsieur, n'est-ce pas, la cavité olécranienne ici, une petite éminence sigmoïde, si je me souviens bien, ici, voilà, et voilà. Donc, en fait, il ne fait pas de rotation du poignet, mais il a l'appui du poignet, et puis, tout de même, comme le disait notre ami, il a la fonction, n'est-ce pas, olécranienne, c'est-à-dire de pouvoir fléchir dans la trochlée et bloquer. D'accord ? Mais si vous voulez, il est comme ça, et vous sciez ici, vous prenez le radius, vous le retournez, vous lui mettez les sabots en avant. D'accord ? Ça doit être la même chose pour le lapin. Hein ? Vous regarderez. Une autre question, mais plutôt là, pas là. D'accord ? Madame. Ah, le petit juif. D'accord. Alors, c'est bien là où le racisme vraiment va se nicher d'une façon extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quelquefois, il faut éviter de faire ça. Et surtout les femmes. Hein ? Pourquoi ? Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, je vais me servir de mon petit truc. J'ai un fil là. Voilà. Donc, je peux faire passer, je ne vais pas abîmer, j'espère. Voilà, je peux faire passer un fil, voyez-vous, madame, ici. À ce moment-là, en fait, ce fil, c'est un nerf, vous voyez, qui s'appelle, qui a un nom convenable, épitrocléo-olécranien, c'est ça. Non, c'est la dépression épitrocléo-olécranienne. Et lui, il s'appelle ulnarien ou cubital. D'accord ? Bon, mais hélas, 4 médecins sur 5 aujourd'hui, même les jeunes, l'appellent petit juif. Pourquoi ? Eh bien parce que, n'est-ce pas, c'est un salaud qui fait que lorsque vous vous heurtez sur un angle, sournoisement, vous surprend et vous fait mal. Le petit juif. Hein ? On a une étoile qui pousse et le nez qui devient convexe dans ces cas. On a envie d'être juif, si par hasard on ne l'était pas, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi chez les femmes ? Parce que la gouttière est beaucoup moins profonde la plupart du temps. Évidemment, les os sont beaucoup moins convexes et courbes. Et c'est en effet beaucoup plus fréquent chez la femme que pour une raison ou une autre, elle heurte du coude, mais il y a une éducation qui se fait, et peu à peu, elle ne se présente pas sur les angles de meubles comme ça, elle a tendance à fléchir un tout petit peu pour protéger le nerf. Moi, j'ai un ami à la campagne qui est un ancien pompier, un type qui a été très courageux dans sa vie, qui un beau matin n'a plus sa main droite. En se levant, il n'avait plus de main droite, et il l'avait là, mais elle ne fonctionnait plus. Et il a eu la peur de sa vie, enfin la paralysie évolutive, enfin les saloperies que peut-être, hélas, vous connaissez, n'est-ce pas ? En fait, un jour, lors d'une de ces activités diverses et variées, entre la trochlée et l'épitrochlée, s'était créée une petite exostose, n'est-ce pas ? Qui, lui, au lieu qu'il ait le nerf dans une gouttière, il avait le nerf dans un petit couloir qui s'était refermé. Et avec l'âge, vous savez que les os se développent, n'est-ce pas ? Eh bien, donc son exostose s'était épaissie et le nerf était paralysé. S'il était resté 3 jours comme ça, la main était foutue. Hein ? C'est tout de même étrange, ce squelette qui bouge comme ça. Et vous voyez, ces nerfs qui glissent bien pendant un certain temps, puis qui un beau jour sont étouffés, engorgés et ne peuvent plus passer. Je vous remercie pour cette question, parce que je n'y pensais pas. Voilà. Et alors, donc, ça va ? Donc, vous vous souvenez que ces omoplates sont accrochés
je ne parle pas des spinaux, là, j'essaie de faire simple, sont accrochés par un muscle, n'est-ce pas, au rachis. Ce muscle, ça vous le connaissez, c'est le rhomboïde. Je devrais dessiner comme ceci. Pour ceux d'entre vous qui voudraient des choses exactes, là je l'ai mis un peu haut parce que je trouve ça joli, n'est-ce pas? Il s'insère du bord spinal de l'omoplate aux vertèbres cervicales basses et dorsales hautes. Moi, je ne casse pas la tête, j'ai l'habitude de dire C4 D4, ce qui est faux, n'est-ce pas? C'est C5 D4, c'est-à-dire il va de la 5e cervicale à la 4e dorsale. Et pour les pinailleurs, il y en a 2. Bon, mais ça ne change vraiment rien du point de vue morphologique. Voilà. C'est le rhomboïde, hein, vous vous souvenez peut-être. Ça va avec le froid, je ne vais pas trop vite. Vous suivez? Le rhomboïde. Bon, et jusqu'à maintenant, malgré la question qui m'avait été posée, je vous ai dissimulé une difficulté. Ce rhomboïde ne s'arrête pas là. Sous un autre nom, sous une autre forme, il réapparaît en dessous. Ce n'est pas lui. Il y a un autre influx nerveux, il y a un autre ensemble de nerfs, d'autant plus que, réfléchissons, n'est-ce pas, un instant. Là, unissant les apophyses épineuses du rachis, vous avez un ligament, n'est-ce pas, correspondant à la ligne que je dessine tout le temps. Un ligament qui va, que je vous ai montré chez les vaches l'autre jour, n'est-ce pas, qui va de la protubérance occipitale externe à C7, n'est-ce pas, et qui continue dans le dos. Donc, ce ligament, graphiquement, concrètement, visuellement, c'est une ligne, c'est un segment même. On est d'accord? Sur l'omoplate, le bord spinal de l'omoplate, quelle mauvaise appellation, n'est-ce pas? Ça veut dire le bord qui est près de l'épine du dos. Disons ce bord interne, si vous voulez, de l'omoplate. C'est un segment. Mais là, qu'est-ce qu'il y a là? Vous n'allez pas trouver un segment ici. Vous allez trouver des côtes. Est-ce que je me fais comprendre? Le rhomboïde en tant que tel que vous avez là, tel que vous l'avez là, ça ne pose aucun problème car il va d'un segment, n'est-ce pas, le bord dispinal, le bord interne de l'omoplate, au ligament. Donc c'est un muscle homogène que vous pouvez à la rigueur subdiviser en deux si vous y tenez. Mais là, ce qui le continue va se trouver devant des côtes que je n'aime pas dessiner, n'est-ce pas? Mais par contre, vous avez peut-être remarqué sur le vivant qu'il y a une espèce de forme qu'on trouve très souvent ici, qui s'arrête soudainement, n'est-ce pas? En fait, c'est une forme musculaire qui s'attache sur les côtes et qui s'attache, là vous voyez je suis à la 10e, qui s'attache jusqu'à la 9e côte. Comme si le muscle rhomboïde se continuait sous l'omoplate et devenait un espèce de grand machin dentelé qui aille sur les 9 premières côtes, comme des mains, n'est-ce pas, qui auraient 9 doigts et qui prendraient les 9 premières côtes de la cage thoracique. Le haut, on s'en fout, il y a le grand pectoral. Mais en bas, ça nous intéresse énormément. À tel point que chez certaines personnes, n'est-ce pas, c'est tellement dessiné qu'on aurait tendance, si on était niais, à prendre ça pour des côtes. Ça n'en a pas la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ce muscle-là, on l'appelle grand dentelé. Ça n'est pas la vraie continuation du rhomboïde, car il y a un influx nerveux double sur les deux rhomboïdes et un autre influx sur le grand dentelé. Donc ça n'est pas le même muscle. Mais c'est en continuité.
Et comment ça se passe, n'est-ce pas? Eh bien, du rachis... Je peux continuer? Question? Vite? Non? Du rachis, vous avez donc... Alors, du rachis, vous avez donc le rhomboïde qui descend, comme ceci, qui s'attache à l'omoplate, on y est, qui s'attache là, n'est-ce pas? Et de là, de ce petit bord-là, par une main à 9 doigts, est-ce que je me fais comprendre? Une main à 9 doigts qui va chercher les 9 premières côtes, avec des dentelures très caractéristiques. Et ces dentelures, reposez-vous, ces dentelures vont descendre là, se glisser dans d'autres dentelures qui vont partir de l'aine, avec des dentelures en dessous et des dentelures au-dessus, dans la couche du dessous. Donc, ces côtes, bien évidemment, pour qu'on puisse inspirer fortement, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir un muscle qui les prenne une à une, donc ces mains à 9 doigts. Pour cracher, rire brutalement. Les boxeurs, après un match, ne peuvent plus rire. Ils sont souvent tellement abîmés les côtes, même parfois ils se les sont cassés, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus douloureux que de rire avec des côtes cassées. Anecdote, si vous voulez. Durant un week-end à la campagne, dans une maison en pierre du bord de Loire, des gens assommants. On m'avait emmené là. Dans ces cas-là, il faut se méfier, et moi, je devrais me méfier en particulier, mais enfin maintenant, j'ai vieilli, je me calme. Et puis quand ça ne me plaît pas, je le dis. Mais à cette époque-là, je ne le disais pas. Donc, j'avais besoin de me défouler, ce qui peut être très dangereux. Et en l'occurrence, il fallait déménager des choses. Donc, j'ai sorti mon 1,90 m, mes 82 kg, et en avant, marche. Mais oui. Bon. Il y avait un lit, un sommier, n'est-ce pas, à monter. Là, la maison était tellement ancienne et pleine de charme que le sommier ne pouvait pas passer l'escalier. Vous voyez, l'escalier hélicoïdal, 16e siècle. D'accord? Donc, j'ai mis une voiture. Dans ce cas-là, je fais rire les gens, alors je suis content. J'ai mis une voiture là, j'ai mis mon sommier, j'ai accroché des cordes, d'un air de dire, vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai appuyé ma brave cage thoracique sur le bord de la fenêtre en pierre, ancienne, 16e siècle, d'accord? Ici, et j'ai tiré mes cordes et j'ai monté le sommier à moi tout seul, vous voyez, avec toute la cour en admiration là-bas. Et à un moment, j'ai entendu 3 fois. On a de l'orgueil chez les deux bords, donc on ne lâche pas. Je peux vous dire, alors là, ça a été épouvantable, parce que je ne pouvais plus les faire rire. J'avais 3 côtes cassées, et elles avaient pété, mais vraiment l'une après l'autre. Vous voyez, je n'ai pas lâché. Sinon, j'aurais assommé la pauvre voiture, qui, je ne sais plus, peut-être même pas une galerie, je ne sais pas. Bon. Donc, vous ne pouvez absolument plus rire, n'est-ce pas? Parce que le rire, c'est un jeu d'ouverture et fermeture instantanée de la cage thoracique. Donc, c'est un truc terrible. Vous avez donc des muscles qui ouvrent, n'est-ce pas? Et des muscles qui ferment. Il y a eu, pendant la guerre 39-45, une maladie enfantine qui a tué, qui a énormément d'enfants, n'est-ce pas, qui s'appelait la coqueluche. Les malheureux crachaient leurs poumons, etc. Et c'était tellement paniquant, il n'y avait pas que ça, mais que de temps en temps, dans les petits aéroclubs, etc., on prenait ces pauvres marmots et on les emmenait en l'air avec des avions. Je ne voulais pas faire une deuxième anecdote, mais j'en étais. Donc, et on nous avait mis en rang comme ça, on a ouvert les fenêtres, on nous a fait respirer pendant une demi-heure, si vous voulez.
Et puis, ce qui a été tout de même une chance, c'est qu'on nous a offert à tous des cyclorameurs. Vous me suivez? Le cyclorameur, c'est un engin où l'enfant est assis, il a les deux jambes écartées comme ceci, et il fait avancer son cyclorameur avec le grand dentelé. Vous me suivez? C'est le jouet des asthmatiques. Il y a une autre chose qui est très bonne pour les asthmatiques, c'est de faire non pas fonctionner l'extérieur avec ce grand dentelé, dont vous avez compris donc qu'il est inspirateur, n'est-ce pas? C'est l'inspirateur naturel, n'est-ce pas? Il y a un autre jouet, c'est de faire fonctionner à l'intérieur un muscle qui n'a pas d'intérêt pour moi morphologique, c'est le diaphragme, évidemment, celui des chanteurs et des joueurs d'instruments avant. Donc c'est bon aussi de leur offrir une flûte à bec plutôt que de leur faire de la rééducation respiratoire. Ce muscle inspirateur, n'est-ce pas, est donc dans la continuité du rhomboïde, on l'appelle grand dentelé. Vous allez voir dans les diapos tout à l'heure une chose tout à fait extravagante, n'est-ce pas? C'est la situation de ce muscle chez mes grands-mères, chez vos arrière-arrière-grands-mères, n'est-ce pas, qui avaient une cambrure lombaire extrêmement prononcée du fait des corsets. Vous me suivez? Donc, ici, la cambrure lombaire était énorme, et vous allez voir le grand dentelé peser sur le vide, avec des espèces de bandoulières comme ça. Et c'est très... Vous allez voir à quel point c'est choquant. Donc, vous comprenez que, je disais grand dentelé, n'est-ce pas? Mais c'est en fait la bandoulière, on appelle ça la bandoulière. C'est la bandoulière du rhomboïde et du grand dentelé, car à ce moment-là, les deux muscles en viennent... Excusez-moi. Les deux muscles sont en continuité, n'est-ce pas? Les deux muscles en continuité en viennent à faire une bandoulière oblique dans le dos que vous trouvez chez des individus. Vous allez la trouver aussi chez une nageuse extrêmement puissante que je vous ai déjà montré en diapo. Il y a donc, dans ce schéma du dos vers lequel nous allons, schéma, j'aime pas dire ça, dans ce dessin du dos vers lequel nous allons, avec déjà beaucoup de choses, les spinaux, le grand dorsal, le trapèze, etc., eh bien, il y a ça. Il fallait tout de même que je le dise, n'est-ce pas? Il y a de temps en temps une ligne qui est tellement inattendue qu'elle va vous surprendre dans les diapos et que vous saurez par là même, peut-être, si ça vous intéresse, la lire sur le vivant. On est d'accord? Question? Pas? Bon, ben ça va, je suis dans les temps. Donc, si vous voulez, maintenant que j'espère avoir expliqué ça convenablement, on va habiller notre personnage avec le reste. Question? Non, vraiment pas? Monsieur? Donc, ça n'a pas marché. Je recommence. Très bien, monsieur. Bravo. Merci. Je recommence. Vous avez ici un ligament qui unit toutes les apophyses épineuses. Et puis épineux. Oh, ne soyez pas gênés. Si vous n'avez pas compris, ils n'ont pas compris. Donc, c'est moi. Donc, vous avez ici un ligament qui remonterait même sur les cervicales. Un ligament. On y est? Le rhomboïde va de ce ligament qui unit les apophyses épineuses à cette ligne ici. De cette même ligne. Auriez-vous une feuille de papier à me donner? 21, 29, 7. Que je vais massacrer. Merci beaucoup. Ça arrive qu'il n'y ait que 8 digitations. Non, il y en a 9. Oh! Il y a une anomalie. Voilà. Donc, de cette même ligne, monsieur, mais en avant, sans prendre le moins du monde sur la fosse sous-scapulaire, n'est-ce pas? Attendez. Oui, c'est bon. On range ici. On pose là. D'accord? De cette même ligne, pas mon grand dentelé qui va s'attacher sur les 9 premières côtes. On y est? Donc, le rhomboïde vient là,
le grand dentelé part, mais il ne peut pas rester homogène, n'est-ce pas? Il est en 9 digitations. Là où arrive le rhomboïde, vous avez, si vous disséquiez cette région en retournant l'omoplate, je peux vous le dessiner, vous verriez, on retourne tout, hein, on voit arriver le rhomboïde, il y a un arrêt aponévrotique, comme les arrêts aponévrotiques des tablettes de chocolat des grands droits, si vous voulez, et on repart. Et là, on repart avec 9 digitations. Ça, c'est en disséquant, en retournant le tout. Donc, et si vous voulez, je prends l'omoplate, et je la pose là. On y est? Ou du moins, je la pose là, de l'autre côté du tableau noir. C'est sous la scapula, oui, c'est sous l'omoplate. Le rhomboïde descend. Vous voyez que ce n'est pas évident à faire comprendre. Le rhomboïde descend là, ça marche, ça. Il n'y a pas de problème. Vous me reprenez ça, mais vous ne pouvez pas le reprendre avec ça pour continuer, puisque vous avez des côtes ici. Donc, vous me prenez ça, là, c'est encore un segment, d'accord? Et vous me coupez en 9 digitations qui vont sur les 9 premières côtes. Parfois 8, parfois 7, parfois 10. D'accord? Et des gens qui ont... Je crois que chez un garçon que je vous montrerai tout à l'heure, il en manque une. Et ça choque le regard. Parce qu'on est habitué aux digitations, mais on est habitué à ce qu'harmonieusement elles se glissent. Quand il en manque une, ça fait bizarre. Surtout que parfois les gens prennent ça pour des côtes. Surtout les mères idiotes, avec des fils en puberté, justement, comme ceux du film dont je vous parlais tout à l'heure, qui leur voient tout de suite des défauts, etc. Il doit y avoir une histoire psychanalytique là-dessous. Question. Oh, la mienne me disait que j'étais sale, c'est ça? Un jour, elle me dit « Va te laver ». Je suis allé me laver. Et alors, elle me dit « Mais sous le nez, là, c'est sale ». Je suis retourné dans la salle de bain, je suis revenu, je suis rentré, je lui ai dit « C'est du poil ». D'accord? Donc, c'est à ce moment-là où les premiers poils apparaissent chez l'homme. Est-ce que vous savez ça? Alors, il faut peut-être que je vous le dise aussi. La puberté, puisque je parlais de ce film, puisque c'est tellement important dans la vie. C'est autrement plus important que, si vous voulez, il y a la naissance, la puberté, la ménopause et la mort. Et qu'on ne me dise pas, j'avais un médecin là pendant des années, un ami à moi, qui ne supportait pas, lui aussi il devait avoir quelques problèmes, qu'il existe une ménopause chez l'homme. Il y en a une, n'est-ce pas? Et elle s'appelle l'andropause. La seule différence, c'est qu'elle peut très bien apparaître à 30 ans, quand le type se laisse aller avec un ventre énorme, plein de gras, une gueule de moyen-nillon pour couvercle de camembert. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous pouvez être tranquille. Celui-là, c'est un hyporeproducteur très calme, avec des... Bon, j'arrête là. Hein? Et Picasso, bon, son andropause lui est peut-être venue à 85 ans, vous voyez. Elle est variable, mais elle existe. Hein, et c'est une blague. Et alors, il y a une chose de croire qu'il n'y a pas d'andropause. Et certains médecins le prétendent. Alors, chez le garçon, n'est-ce pas, le petit garçon qui vient au monde, là c'est la vitesse, là c'est l'âge, n'est-ce pas? Alors, chez le petit garçon qui vient au monde ou la petite fille, la vitesse de croissance est énorme au début. Vous savez qu'il double de taille à 4 ans, je crois. Hein? Et ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à la période qu'on appelle la prépuberté, le palier prépubertaire. Alors, qui peut être très variable. Chez la fille, ça peut être entre 8 ans et 13 ans, n'est-ce pas? En Scandinavie, ça peut aller jusqu'à 15 ans, 10 à 15. Dans les pays du Sud, c'est 8 à 13, n'est-ce pas? Et alors, donc, vous avez chez la fille, c'est pour ça que ça fait beaucoup moins d'effet, n'est-ce pas? Chez la fille, une lente période de prépuberté, un palier post-pubertaire, et c'est fini. D'accord? Chez le garçon, le malheureux, n'est-ce pas? C'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est commun. Je prends la moyenne. Hein. C'est commun. Et... Attendez, c'est après. C'est ici. Voilà. Vous me suivez? Donc, le pauvre, vous voyez, ça lui prend en quelques mois
Voilà. Donc les scolioses, les poils, les rêves la nuit, les obsessions, etc. Ouais. Et alors, comme la plupart des mères l'ignorent, elles ont vécu ça. Vous me suivez? Eh bien, ça peut vous faire un destin humain, une affaire comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant qui a vécu comme un de mes petits-neveux un jour qui vient me voir en me disant « Qu'est-ce que c'est qu'une gingras ?» Je vous l'ai raconté, non? « Qu'est-ce que c'est qu'une gingras? Dis-moi, Jean-François, qu'est-ce que c'est qu'une gingras ?» Alors, et en fait, c'était sa mère qui le poursuivait en lui disant « T'as la gingras, t'as la gingras. » En plus, ça, c'est héréditaire, je crois, ça. L'allergie des mères aux fils pubertaires, vous voyez. Elles ne supportent pas que ce soit une poussée de croissance qui prennent 2 pointures, qui refusent de porter des culottes courtes. On m'a imposé les culottes courtes jusqu'à 15 ans, quasiment. Non. À la peur que je sois reproducteur. Ça, oh là là, mon Dieu. Donc, alors... Bon, ben on va habiller maintenant. Vous êtes d'accord? On prend la ligne courbe occipitale, on met les muscles de la nuque, n'est-ce pas? Et on les glisse sous le rhomboïde. On va faire l'inverse de ce qu'on avait fait habituellement. On prend ici, on met une pointe, n'est-ce pas, jusqu'à la 2e lombaire, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle l'épi épineux, qui est une des branches du long dorsal. Vous pourriez croire que c'est la continuité des muscles de la nuque, et pourquoi pas, puisque graphiquement ça l'est. Vous n'avez pas besoin d'être des anatomistes, n'est-ce pas? C'est tellement embêtant, les anatomistes. Alors, donc vous avez ces épis épineux qui font des pointes comme ça, que vous lisez dans le dos parfois avec délice. Hein. Ensuite, vous avez un muscle rectiligne, un faisceau, devrais-je dire, une branche rectiligne, comme ceci, n'est-ce pas, qui s'arrête là. Ensuite, vous avez un faisceau plus lourd, plus convexe en dehors. Voilà les 3 branches, n'est-ce pas, des spinaux. Et alors, ces 3 branches, n'est-ce pas, se réunissent sur une aponévrose, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, je peux vous dire que dans ce film italien, là, c'était extraordinairement visible. Alors c'est très mal dessiné ici. Vous pouvez... Oh, c'est une femme. Bon, alors on se calme. Hein. Mais ça peut être accentué. Hein. Il suffit qu'elle soit un tout petit peu musculeuse, gymnaste, tout ce que vous voudrez. Voilà donc les 3 branches. Mais vous savez très bien qu'en dessous de ça, n'est-ce pas, comment puis-je le rendre? Il y a la masse commune qui peut descendre jusqu'au sacrum, c'est-à-dire donc le tronc de l'arbre dont ces 3 branches très diverses, n'est-ce pas, sont les éléments visibles à l'extérieur. La masse commune, on la sent, c'est le rable, n'est-ce pas? On peut la prendre, comme disait Gainsbourg, je l'ai déjà dit, terrain. Bon, ben c'est ça, ce ne sont surtout pas les tripes, que sont les reins en réalité, c'est le rable, n'est-ce pas? Voilà, ça vous va? Donc, la masse commune, sacro-lombaire, comment ça s'appelle? Long dorsal, épi épineux. Ça va se jeter sur la cage thoracique avec des fourches, des râteaux, des dentelures à 2 branches, etc. C'est très compliqué, n'est-ce pas? Ici, on s'en fiche. De la nuque descendent des muscles très complexes, au point qu'on les appelle les complexis, n'est-ce pas? Qui eux aussi font des râteaux, des fourches pour aller s'insérer sur les côtes. Inutile de savoir tout ça, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est que vous ayez cette belle vision, n'est-ce pas, d'un long pont transborder, si vous voulez, comme ces ponts qui sont
je ne sais pas moi, au Havre, à Tancarville, qui partent d'un rocher et qui vont en s'amenuisant dans les marécages, vous voyez ce que je veux dire? Et puis là-haut, un pont relativement moins important et les deux s'imbriquent. D'accord? Le pont entre le crâne et la cage thoracique, le pont entre le bassin et la cage thoracique. Ça marche ou pas? C'est large, c'est synthétique. Ça peut se dessiner, j'arrive, ça peut se dessiner en 2 secondes. Hein, et ça peut se dessiner morphologiquement comme on le fait là. Mais oubliez tout ça. Monsieur. Les personnes très maigres ou les personnes âgées, j'ai l'impression que derrière, il y a 2 tubes. Voilà. 2 tubes musculaires. C'est l'attitude aussi qui compte. C'est-à-dire que si les gens perpétuellement portent leur tête en avant, comme ça, les muscles complexi et spleni, les muscles de la nuque, sont perpétuellement en train, vous voyez comme mes 2 bras, là, de leur tenir la ligne courbe occipitale en permanence. D'ailleurs, c'est fatigant et dur, ça leur fait mal, n'est-ce pas? Donc, il est bon, de temps en temps, ça leur fait plaisir de prendre une espèce de chaise longue avec un boudin qui leur repose. Sinon, à longueur d'existence, dès que ces personnes sont debout, vous avez 2 tubes musculaires, n'est-ce pas? Alors là, il faut retirer ça, n'est-ce pas? Qui sont en contracture perpétuelle. Et d'ailleurs, dans la pathologie de la nuque, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas parler de pathologie de la nuque d'une façon uniforme, n'est-ce pas? On dit qu'il y a des nuques biventres, et puis on dit autre chose que j'ai oublié. N'est-ce pas? Ça, c'est celle dont vous parlez, c'est-à-dire on voit le ligament cervical, n'est-ce pas? Et ça fait 2 tubes comme ça, perdus en avant, mais on voit très très bien le ligament cervical, et puis les courteaux avec des nuques perpétuellement contractées, mais solides comme ça. Comme ça. Et ceux-là, la fatigue est moindre parce que la tête est moins partie en avant. Vous avez des gens qui, avec l'âge, la tête part en avant, n'est-ce pas? Et d'autres, au contraire, ceux qui ont du ventre, bon, ils ont l'inconvénient d'avoir du ventre, mais ils hypercambrent, donc ça les repose. Là. Vous me suivez? D'accord? Tout est dans les compensations. En fait, les gens fatigués, ce sont des gens qui ne savent pas se reposer. C'est idiot, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, instant après instant, les grands sportifs sont des gens qui savent oxygéner leurs muscles et qui ne les utilisent qu'à certaines périodes données à fond. Le type qui sans arrêt remue dans tous les sens, il est crevé. Question. Oui, allez-y. Fonction, je l'ai fait là, tout à l'heure, peut-être pas assez à votre goût, c'est-à-dire de dire ça va de là à là, ça part de là, ça va aux côtes. Donc celui-ci, il est releveur de l'omoplate et celui-ci, il est inspirateur. Et on dit, mais de bord, vous êtes un suprême imbécile. L'angulaire droit, n'est-ce pas, de l'omoplate est extenseur du talon gauche. Vous me suivez? Il ne supportait pas qu'on dise qu'un muscle avait une fonction. Il fallait qu'on voit tout en ligne de continuité et en chaîne. Lui qui opérait, qui était sculpteur à ses heures, mais de jolies choses, et qui opérait des gens qui n'avaient plus de forme, où le diable était rentré dans la forme, poliomyélite, accident de naissance, etc., etc. Il fallait qu'il ait une vision d'artiste pour redonner à quelqu'un qui, n'est-ce pas, même les paralysies évolutives, si vous voulez, pour redonner à quelqu'un une marche. Parce qu'une marche, c'est pas « ah, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça ». C'est une continuité. N'est-ce pas? Donc, il a raison, n'est-ce pas? Certes, on peut dire « ça n'est pas la même fonction ». Oui, mais c'est quand même la même chaîne. D'accord? Et quand on fait ça, on inspire, on recule les omoplates. Je me fais comprendre? Donc, le rhomboïde et le grand dentelé agissent en même temps, bien évidemment. De concert, très souvent, parfois individuellement. On est d'accord? Mais il est rare que vous vous bloquiez et que vous disiez « grand dentelé ». Vous me suivez? D'accord. Bien. On habille encore un peu?
Un petit peu. Je vous saoule. Donc, ici, on va se mettre, voulez-vous, on l'habillera plus complètement jeudi. Hein? Donc, on va se mettre un sus-épineux, ça vous dit quelque chose? Ça passe sous l'acromion. Ne m'en veuillez pas, dans vos notes, vous aurez cette attitude comme une espèce de référence, n'est-ce pas? Donc, jeudi, je reprendrai cette attitude et j'irai plus loin. Hein? Voilà, ça vous va? Vous lisez bien? L'épine de l'omoplate, l'acromion, le tubercule trapézien. Ça vous va? Hein? Ça, je voudrais vraiment que ça rentre, je m'en sers jeudi prochain. D'accord? Ici, ça va? Hein? Bon, en dessous, là, vous voyez bien que sur le vivant, on ne voit pas ça. Donc, en dessous, première chose à noter, ce retour de courbure, là, un peu comme dans une 11 chevaux Citroën ou une Jaguar 4-5, si vous voulez, ou RK, vous avez hop, d'accord, ou dans le calcanéum aussi. C'est très beau, ça. Le dessous du calcanéum, je fais exprès de le dessiner en rouge, avec son sustentaculum tali, n'est-ce pas, et un retour de courbure. Comme ça. Bon, et bien là, n'est-ce pas, vous avez vu, c'est presque un truc chez moi, il ne faudrait peut-être pas que ça le soit, mais ce n'est pas dangereux. Vous voyez, à chaque fois, je m'amuse à faire un retour de courbure beaucoup plus net que celui qu'on a sur l'os, parce que j'aime ça. C'est comme les nez, j'adore que les gens aient des nez, alors je dessine des nez. Voilà, d'accord? Le retour de courbure. Eh bien, sur ce retour de courbure, vous attachez un muscle, vous en souvenez ou pas? Vous attachez un muscle, vous le voulez en quoi? En orange. Vous attachez un muscle qui va en avant de l'humérus. Hein? S'il allait en arrière, il ferait tourner l'humérus en dehors. Ça va? Il va en avant, donc il fait tourner l'humérus en dedans. D'accord? Il va en avant. D'accord? Bord interne de la ligne. Hein? On verra ça plus tard. Vous vous souvenez, il y a une ligne, là, gouttière bicipitale, bord interne de la... Il va en avant. D'accord? Donc, c'est le grand rond. Voilà. Ça vous va? Bon, et alors, je ne le colle pas exprès, à l'inverse de l'autre, que je vais vous faire en rouge peut-être, celui-là, hein, que je vais donc coller. Et avant de le coller, il me manque un os pour l'accrocher. Cet os est là, n'est-ce pas? C'est, si vous voulez, un peu l'équivalent du grand trochanter, le trochiter qui est à l'extérieur. Le sus-épineux allait sur le dessus du trochiter. Grande tubérosité, ça suffit. Hein? Grand truc. D'accord? Donc, le sus-épineux allait sur le dessus de la tubérosité externe, là, et le sous-épineux, d'accord, va en dessous de cette tubérosité. Il y a même, pour Valérie et autres faiseurs d'anatomie, il y a même un petit faisceau supplémentaire, là, qu'on appelle idiotement petit rond, qui est compris dans le sous-épineux. Voilà. Et donc, il y a un trou, n'est-ce pas, dont je vous ai déjà dit la réalité. Il y a un trou dans lequel va glisser un muscle de l'arrière-bras. D'accord? Voilà les muscles de l'omoplate. Très plat, très simplifié. C'est assez sympa, ça. Alors, un truc de dessin, donc d'intelligence. Hein, puisque le dessin, ça n'est que de l'intelligence, comme le répétait si gentiment Sfar l'autre jour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le grand dentelé, quand vous le dessinez ici, je ne sais pas si vous ferez ça, vous faites ce que vous voulez, moi ça ne me regarde pas une fois que vous êtes parti d'ici. Mais c'est assez délicieux, vous voyez, de faire ça. D'accord? Eh bien, regardez, vous avez pu remarquer depuis un certain temps qu'ici, je ne me casse pas. Je mets le sus-épineux en raccourci, le grand rond en raccourci et le sous-épineux en raccourci. Et qu'il y a là, vous en ferez ce que vous voudrez, c'est à vous d'inventer la forme. Il y a là, plus ou moins vulgaire, plus ou moins tendu,
plus ou moins bosselé, un dessin de l'omoplate en fuite, qui a quelque chose quand même d'assez délicieux, non? Hein? Ch'toum, ch'toum, ch'toum. D'accord? Et quand vous caressez un dos, n'est-ce pas? Eh bien, ces structures-là, c'est extrêmement émouvant de les voir bouger. Mais bien évidemment, je le sais, il vous manque les deux grands que je m'étais amusé à vous mettre comme cadeau de Noël, n'est-ce pas, avant les vacances, n'est-ce pas, les deux grands drapés que je vous remettrai jeudi prochain. Par contre, ce soir, pour les diapos, je veux ça. Je veux la bandoulière, donc je vous la laisse dans vos notes scandaleusement visible, si je puis dire. Ça marche? Question. Monsieur Yacoub, si vous m'entendez, je veux bien que vous descendiez. Question. Allez, soyez gentils, j'en ai besoin. Une ou deux. S'il faut que je les trouve, je vais les trouver. Non, je ne les trouve pas. Bon, je peux vous en rajouter un. Ah oui, il y avait quelque chose là-haut. Oui, l'angulaire de l'omoplate. C'est ça. Tout à l'heure, je m'étais dit, j'en ai parlé. L'angulaire de l'omoplate, vous vous souvenez, c'est le muscle du torticolis. Ça marche, ça c'est très bien. Ce muscle du torticolis, bizarrement, il s'attache latéralement sur les apophyses transverses. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Des apophyses transverses. Une vertèbre. Une vertèbre, ça a un corps vertébral, ce qui soutient, n'est-ce pas? En arrière, il y a une apophyse épineuse que vous voyez là. Là, il y a des vertèbres. Il y a un corps. En arrière, il y a une apophyse épineuse. D'accord? Entre les deux, il y a le passage de la moelle. La moelle, je la mets en quoi? En vert. D'accord? Voilà la moelle. Hein? Donc, autour de la moelle, vous protégez avec un arc. On y est? Et là, c'est n'importe quoi, ma vertèbre. Si c'est ça, c'est une lombaire. Si c'est ça, c'est une dorsale. Si c'est ça, c'est une cervicale. Hein? Bon, peu importe. Et ici, vous avez des vertèbres, des apophyses. Oh, je suis nul. L'ensemble, c'est une vertèbre, n'est-ce pas? Ici, il y a le corps. Je recommence. Le corps, le soutien, n'est-ce pas? Ce que les crétins appellent colonne. Vous me suivez? D'accord? Bien. En arrière, juste en arrière, protégé par le corps, il y a la moelle. Bon, vous n'allez pas la laisser comme ça. D'accord? Donc, le bon Dieu s'est dit, bah, tiens, je vais me servir d'un promontoire postérieur. Vous voyez? Pac! Pac! Donc, le choc s'en va comme ça. Pas mal. Pas bête. D'accord? Donc, il a fermé ici, il a fermé là, et là, il en a remis deux là, qu'on appelle les apophyses transverses. Vous me suivez? Dont je ne vous parle jamais. Parce qu'elles sont sous ça, là-haut, sur le côté. Ça marche ou pas? Donc, mon angulaire, c'est une monstrueuse vertèbre, ça. Donc, je vous donne une lombaire, comme ça, voilà. Voilà, voilà. Je ne suis pas un dessinateur de vertèbres hors pair. Voilà, c'est à peu près convenable. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, ça s'appelle donc une apophyse épineuse. Et ça, une apophyse transverse, sur le côté. D'accord? Donc, allant sur les 4 apophyses transverses, je crois que ce sont les 4 premières, en avant des muscles de la nuque, hop, 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 4 tendons. Et on se retourne très joliment et on donne naissance à un muscle. Vous me suivez? D'accord? Vous prenez ce truc-là par le manche, si je puis dire, par le muscle, et vous l'incrustez là. Vous faites glisser les 4 tendons. Vous faites glisser les 4 tendons en avant de la masse cylindrique dont parlait monsieur tout à l'heure, n'est-ce pas? Et vous allez m'accrocher ça ici.
Donc là, c'est tout de même très joli ça. Vous allez avoir une espèce de forme un peu baroque, n'est-ce pas, qui vient compenser ici, compenser là, et regardez, vous la retrouvez là, n'est-ce pas? Et pour vous dire la vérité, je m'en fiche un peu, mais dans les profondeurs, là, il y a un muscle, on le voit rarement, mais c'est assez joli, vous voyez. Je ne sais même plus comment il s'appelle, qui lui aussi donne ce côté un peu baroque. Vous voyez, ça, par exemple, Rubens serait dans l'assistance, il dirait que je suis un bon prof. Vous voyez? Mais il dirait, mais de bord, ce qui est insupportable, c'est de laisser ça. Et je lui répondrais, c'est exprès. Parce que j'ai envie que dans vos notes, si vous les gardez un certain temps, vous ayez ce dessin choquant. Parce que dans les diapos, Monsieur Yacoub, dans les diapos qui vont venir, quand va apparaître Monsieur Yacoub, vous allez voir des bandoulières inoubliables. D'accord ? Donc, à l'avenir, vous saurez lire ça dans le dos. Question ? Quand on contracte le bas du dos, on voit très nettement des faisceaux qui sont dans le bas du dos donc, et qui sont perpendiculaires à la colonne vertébrale, qui partent de la colonne. Ah, vous les voyez ? Là, j'ai pas mal de... Ouais, ça m'embête, hein. Ça m'embête beaucoup. Des boules ? C'est des faisceaux, mais c'est... Non, il y a deux muscles dont je ne parle jamais. Ce soir, là, je peux en parler. Je ne sais pas très bien où ils sont. Qui s'appellent les petits... Attendez, je réfléchis, puis là, c'est difficile parce que c'est très, très loin. Les petits dentelés. Je vous avoue que je ne sais même pas dans quel sens ils sont. Je crois que c'est comme ça. Si vous les voyez, moi, je les ai quasiment jamais vus. Je ne sais pas où ils sont. Alors, vos boules, à mon avis, c'est ça. C'est sur vous ? À votre disposition, cher monsieur, mais il fait peut-être un peu froid, ça, non ? Mais à la fin de l'année, peut-être, je m'en donnerai un modèle. Mais moi, je crois que c'est ça. Les boules en question. Je vais vous montrer sur les diapos, vous allez peut-être les retrouver. D'accord ? Monsieur. Mais dans tous les cas, les dentelés postéro-inférieurs, ils ne touchent pas du tout, ils n'ont absolument rien à voir avec le grand dentelé. Ils ne se rencontrent pas à aucun moment. C'est ça. Ce sont des muscles qui partent ce sont des sortes de rhomboïdes. Hein. Ce sont des muscles qui partent du rachis et qui remontent comme ça. Et alors, comme il y a des plis possiers à cet endroit-là qui sont dans le même sens, vous savez, quand on se redresse, ça c'est intéressant, tiens, en fait. Je ne suis absolument pas souple, donc je ne veux pas me ridiculiser. Mais vous, quand vous vous penchez en avant, certains d'entre vous peuvent mettre leur nez sur leurs genoux, on est d'accord ? Donc, ça suppose que vous ayez une quantité de peau considérable pour pouvoir vous pencher en avant. Vous me suivez ? Par contre, en arrière, vous n'allez pas tellement au-delà de moi. N'est-ce pas ? Au-delà de ça, c'est le saut périlleux. Donc, la peau en avant est accrochée. Le bon Dieu a sorti son agrafeuse, n'est-ce pas ? Et il a accroché la peau très précisément. Donc, vous lisez ce qu'on appelle vulgairement les tablettes de chocolat, les grands droits, vous lisez le grand dentelé, le grand pectoral, tout ça. Il y a des points d'accroche à peu près partout. Ce qui fait que quand vous regardez des sculptures grecques ou des sculptures romaines, elles ont masculines, et il y a quasiment un bouclier musculaire immuable. Si vous regardez un dos, il y a même parfois des boutons. Hein, c'est devenu quasiment un jardin potager. Vous me suivez ? C'est tellement gras, il y a des gens qui lavent si mal, n'est-ce pas, que ça suinte. Vous voyez, ça devient donc une sorte de jardin, n'est-ce pas, où poussent des staphylocoques, des choses comme ça. Et alors, si vous prenez la peau, vous pouvez la détacher du dos. Vous me suivez ? C'est considérable. Alors, en avant, vous ne pouvez absolument pas faire ça. Cette peau tellement laxe permet à ceux qui le peuvent de se pencher énormément en avant jusqu'à toucher les genoux. Alors qu'en avant, rien de cet ordre, vous ne pouvez pas aller au-delà. Il y a même un truc qui est drôle, regardez.
Si je penche la tête en arrière, je vois, ce n'est pas un spectacle fantastique, mais avec mes yeux, je vois le néon, là, vous voyez? Si je veux regarder l'angle du mur, ça m'est impossible, à moins d'ouvrir la bouche pour porter le crâne plus en arrière. Vous me suivez? Parce qu'il y a une aponévrose en avant qui bloque, là, le menton. Ça marche? Vous voyez, du point de vue graphique, vous reculez le tout pour que ça marche. Ça me donne un petit peu le vertige. Voilà, mes amis, ça va? Monsieur Yacoub! Ah, le voilà. Ouf. Vous n'aviez plus de questions, hein, je pense. Non, ça va? En avant. Vous faire photographier en diapo. Moi, je prends la diapo, je la projette et je vous la lis. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de lire votre chat, votre chien, votre grand-père ou votre petit ami, moi, je projette anonymement et je lis. C'est le corset qui est enfoncé ici. Donc, cette chaîne, si vous voulez, musculaire, en venait, elle, à surplomber verticalement. C'est le petit schéma que je vous avais fait là, vous savez, avec... Ça pouvait choquer, mon truc, là. Mais c'était vrai, mes amis, vous voyez? Vous pouvez glisser les doigts sous la bandoulière. D'accord? Alors ça, c'est chez une ectomorphe, ça va? Alors là, les 3 localisations graisseuses, vous n'allez pas me dire que vous ne les voyez pas. Sous-trochantérienne, sous-trochantérienne, la fesse et le trochantère, d'accord? C'est quasiment caricatural. Hein? Diapo suivante, chez une femme enveloppée. Oui. J'ai fait ça d'après des vieilles images de Richer. Je n'ai jamais retrouvé ça dans la vie, n'est-ce pas, depuis. Ce sont des monuments historiques. Ça date de l'époque du corset, d'accord? Et dans le genre monument historique, diapo suivante, la jeune femme que je vous ai déjà montrée, Taylor, elle était australienne et elle avait, je ne me souviens plus, 18 ans, je crois, ou 16 ans, ou 18 ans. Vous voyez? Et elle était déjà comme ça. Et ma grand-mère était comme ça. Hein. En 1880, ma grand-mère est morte à 96 ans en ayant encore un corset le jour de sa mort. Elle ne pouvait pas marcher sans corset. Je peux vous dire qu'elle marchait, j'avais du mal à la suivre. Hein. Une Auvergnate pur sang, corset, chevalier de l'instruction publique, bouffeuse d'école libre, vous voyez, la poitrine en avant, décoration sortie, et un cul énorme en arrière. Diapo suivante, comme chez Lautrec. Diapo suivante. Voilà un charmant jeune homme, très étrange, qui un jour m'a demandé de le photographier. Vous voyez, c'est tout de même très intéressant. Regardez, le ligament cervical perdu entre les muscles de la nuque. On lit très bien l'obliquité que je vous dessine parfois des splénies. Et puis là, c'est C7 et D1. D'accord, le trapèze. Et là, vous avez, c'est bon pour jeudi prochain, c'était déjà bon ce soir, l'épine de l'omoplate, l'acromion, le départ de la clavicule. L'épine de l'omoplate, l'acromion, le départ de la clavicule. On ne voit pas les tubercules trapéziens. Ils sont là et là. D'ailleurs, on ne voit pas très bien le trapèze inférieur. Diapo suivante. Alors par contre, quand ils reculent, paf, hein, ils sortent les trapèzes. Regardez comme c'est joli. Vous voyez cette nuque étrange avec les muscles obliques plus visibles que les muscles verticaux, le ligament cervical en creux, ce qui est très chic quand même, non? Et puis c'est cette D1. D'accord? Tubercule trapézien cette fois-ci, ici. Là, on ne le voit pas. Diapo suivant. Grand rond, deltoïde post, sous-épineux. Le sus-épineux est sous le trapèze moyen, donc on ne le voit pas en général. Mais s'il n'était pas là, il y aurait un trou. Hein? Diapo. Là, par contre, on voit le dessus. Au-dessus de l'épine, on voit un peu ce qu'on voit rarement. Et pour les amateurs d'anatomie, on voit le petit rhomboïde. Là. Le voilà. C'est-à-dire la partie du rhomboïde qui est au-dessus du départ de l'épine. Ça n'a aucun intérêt, c'est dans la continuité formelle du grand rhomboïde. Mais voilà, bon, on le voit. Diapo suivante. Voilà, il bouge une omoplate, ça c'est divin. C'est c'était un des grands plaisirs de Michel-Ange, c'était de rêver d'hommes nus de dos bougeant leurs omoplates. Hein.
S'il bougeait le petit doigt, il leur bougeait l'omoplate de 10 cm. Hein. Il était fou d'omoplate. Donc, voilà, c'est vrai que c'est beau. Hein. Diapo suivante. Celle-là est étrange. Diapo suivante. Voilà, c'est à peu près la même. Vous voyez, c'est beau, c'est le trapèze, c'est jeudi. Diapo suivante. Diapo suivante. Vous voyez, comme d'un instant à l'autre, c'est tout de même pas mal, non? Forme osseuse prééminente, diapo précédente. Forme musculaire prééminente. Vous voyez, c'est ça qui est la vie. Ça, c'est pas de l'anatomie. Hein? Ça, c'est de la morphologie. Ça, c'est vraiment étudier le vivant. C'est trop sérieux, le mot de morphologie. Je ne sais pas ce que j'aurais dû dire, mais ça y est, c'est fini, je m'en vais. Mais quand je suis arrivé, ça s'appelait quoi? Je ne me souviens plus. Cours d'anatomie, laboratoire d'anatomie. Eh ben, avec dissection et tout et tout. Bah! Ça, c'est tout de même autre chose. Non, diapo suivante. Vous voyez? C'est fantastique, non? Je ne vous dis pas que j'adore ça. Hein. J'aimerais mieux que ça descende plus. Bon, mais chacun ses goûts. Grand rond, sous-épineux, trapèze, sus-épineux, s'il vous plaît, au travers du trapèze moyen. Vous voyez, ça fait une boule. Bord dit spinal. D'accord? Et là, vous ne voyez pas de rhomboïde et de grand dentelé. Hein? Diapo suivante. Là non plus. Diapo suivante. Sus-épineux, là. Là aussi. Au travers du trapèze moyen. On le voit, la boule, là. Diapo. Regardez ça. Trapèze inférieur pour jeudi prochain. C'est divin, non? On a l'impression qu'il n'y a pas de spinaux, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contractés, donc ils ne vivent pas, donc on ne les voit pas. Ils dorment. D'accord? Par contre, le trapèze inférieur vous fait une espèce de très jolie voile, il ne faut pas exagérer, très jolie drapée, n'est-ce pas? Au travers duquel les côtes sont un petit peu visibles quand même. Et du grand dorsal, on n'en voit mais, hein, rien. C'est vraiment irréel. Ça, c'est rhomboïde et grand dentelé, par contre, là-bas. Diapo. Et voilà. Et vous voyez, un garçon tout de même qui, du point de vue psychologique, très gentil, etc., mais big problème. Hein. Vous voyez, des exostos étranges, vous avez vu ce que je vous ai montré dans la nuque tout à l'heure. Vous voyez, le grand dentelé, comme il est incomplet, des digitations inégales, etc. C'est très, très intéressant. C'est très révélateur, ces choses-là, n'est-ce pas? Ce sont des corps qui parlent, quelque part. Mais je me garderais bien de parler. Il y a des gens qui ont fait ça, c'est ignoble. Mais ça date des mauvaises années, ça date des années 30, n'est-ce pas? Il y a un type qui s'appelle je ne sais plus comment, je suis incapable de m'en souvenir, qui vous dira, qui ira très loin là-dedans. Il ne faut jamais, jamais mettre les pieds là-dedans. Hein. C'est dégoûtant. D'aller dire névrose de ceci ou névrose de cela. Oh, c'est horrible. Mais par contre, voir ça chez un jeune homme prépubère, n'est-ce pas, qui a une espèce de fragilité, de nervosité, de crise de colère, je ne sais pas, eh bien, le prendre avec un petit peu plus de courtoisie. On est si peu courtois aujourd'hui. Et puis même à l'égard des corps. Hein, regardez comme il y a une espèce de vulgarité du normotype, n'est-ce pas? La crétine de service, il en faut 20 000 comme ça, n'est-ce pas? Claudia Schiffer ou je ne sais pas quoi. C'est horrible. Diapo suivante. Alors ça fait qu'il y a des laissés pour compte. Regardez ça, c'est fantastique. Vous voyez, il a un infundibulum ici, par exemple. C'est très émouvant. Et ça rentre là, ça ressort ici, ça ressort là. Vous voyez une écriture de grand dentelé. Vous vous souvenez tout à l'heure à quel point c'était visible. Alors, avouez que vous prendriez peut-être ça pour des côtes. Non, c'est le muscle, là. Et regardez comme sa cage est émouvante. Et le regard, etc. C'est un type qui avait un charme fou, mais très, très... Regardez le larynx, une voix très basse. Hein? Un mélange de grands trucs comme ça. Et il avait envie de se connaître. C'est pour ça qu'un jour, il est venu me voir en me disant « Est-ce que vous voulez bien me photographier? J'aimerais bien vous entendre commenter. » D'accord? Diapo suivante. C'est beau, hein? Vous voyez, l'écriture de la cage, très présente, l'infundibulum, le trou dont je vous parlais tout à l'heure, et tan, 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 tan. Vous voyez, grand dentelé.
Diapo. Diapo précédente, s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau. Vous voyez, par rapport à ça, regardez la beauté du deltoïde moyen tout tendu là-haut. D'accord? Ça va recommencer dans la diapo suivante. Diapo suivante. Vous voyez? D'accord? En opposition avec ça, moi je trouve c'est enchanteur. C'est pour ça que le poème de Jodl, que l'une d'entre vous m'a demandé de répéter l'autre jour, est tellement juste pour le corps humain, comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde, n'est-ce pas? Le corps humain, c'est une espèce de forêt enchantée comme ça, où si on a une espèce de tolérance du regard, on peut vivre des moments absolument fantastiques. Moi, ça a embelli ma vie. Et j'ai mieux regardé les êtres, les charmes, les chaînes, etc. Chose à laquelle je n'avais pas été suffisamment préparé dans ma jeunesse. Eh bien, on lit bien mieux un arbre et on a une espèce de plaisir existentiel considérable. Diapo. Regardez ça, c'est très étonnant quand même. Diapo. Je me retarde peut-être. Ça va. Diapo. Et le voilà. Diapo, au repos. Ouais, quelle masse musculaire il a, hein, quand même. Diapo suivante. Voilà. Alors ça, c'est très étrange. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est un Véronèse. C'est un Véronèse que vous pouvez voir facilement dans un musée qui a beaucoup de lumière naturelle. Malheureusement, le nouveau conservateur qui s'appelle Tapier, qui descend du cousin de Lautrec, Tapier de Celeran, vous savez, celui qu'on voit avec le sol rouge là, dans la loge de théâtre, etc., il a eu une bien mauvaise idée, c'est qu'il y a des pièces maintenant où quand vous rentrez, la lumière s'allume automatiquement. Alors on ne sait pas comment faire, on marche le long des murs pour que ça ne s'allume pas. C'est tellement beau à la lumière naturelle. Ouais, c'est un Véronèse de jeunesse. Très maniériste, vous voyez, n'y connaissant absolument rien. Ouais, si un peu l'arrière du bras, le coude, ça marche très bien. Mais là, c'est vraiment le sacco di noce, le sac de noix. Hein. Je t'en mets, et je t'en mets, et je t'en mets. Hein. C'est très, très rigolo. Vous pouvez faire ça si ça vous amuse, il n'y a pas de problème. Et là, c'est un peu choquant quand même, ça fait un peu une paire de fesses posée dans le mauvais sens. Mais c'est drôle. Par contre, la jambe de Saint-Jérôme est merveilleuse. Alors, j'ai fait ça, c'est d'après un livre. Mais moi, j'ai fait directement, puisque c'était la lumière du jour, dans ma jeunesse, des diapos d'après la toile. J'avoue que je les aime beaucoup. Diapos. Mais aller à Caen, vous voyez, c'est tout de même une très, très belle toile. Et plus sensuelle que Véronèse, on a du mal à trouver, n'est-ce pas? Comme disait, je ne sais plus lequel, Véronèse, je crois que c'est Cézanne, le peintre des peintres. Et puis alors le goût des froids dans la nacre, etc., c'est absolument sublime. Un petit peu de clavicule, vous voyez, pour pas qu'on soit perdu dans le gras. Et puis alors là, le bosselage incroyable. Diapo. Diapo. C'est large, hein, c'est beau. Diapo. Diapo précédente. Et ça, c'est de l'os. Hein. Et vous voyez, la fosse orbitaire, là, c'est de l'os. L'œil est implanté dans la fosse orbitaire. Ça, c'est le creux sous l'os jugal. Les dents sont là. Hein. Les fosses nasales sont là. Hein. Et là, c'est la branche horizontale. Ça sent l'os, n'est-ce pas? Et vous allez voir la jambe, c'était étonnant. Diapo suivante. La main de Saint-Jérôme, le bouquin, le livre, la Bible, c'est un des traducteurs de la Bible, n'est-ce pas? Celle qui est justement celle dont se servait Rembrandt, la Bible de Saint-Jérôme. Diapo suivante, la plus imagée. Regardez la jambe, elle tient merveilleusement, j'aurais pu vous la montrer plus tôt. Vous avez la malléole, l'arche interne, n'est-ce pas? Et vous montez comme ça avec votre os. Bon, là, c'est un peu bosselé, je vous l'accorde. Hein. Couturier, vas interne, un peu fesse. Bon, rotule, tubérosité antérieure du tibial. Et il vous a remis un truc. Bon, d'accord. Mais regardez, jambier antérieur, on le voit. N'est-ce pas? Comment ça s'appelle ce truc-là? Extenseur du gros orteil. Là-bas, le jumeau, le solaire. Et vous sentez l'os, là, vige, avec le couturier qui arrive. Elle a tout de même une sacrée présence.
On va reculer pour voir l'ensemble de la toile. Diapo, 4 ou 5 diapos, pour le plaisir. Encore une, voilà. Bon, c'est très laid, ça, hein, c'est dans un livre. Mais vous voyez quand même, comme sa architecture, c'est la base de la composition. C'est une toile qui se tient merveilleusement. C'est à peu près 1,80 m, 1,46 m de haut. Diapo suivant. Allez, on passe les 5. Voilà. Diapo suivante. Alors ça, ne ratez pas ça dans votre vie. Hein. C'est la Villa Mazère. C'est près de Bassano del Grappa. C'est un endroit sublime. Autant je déteste me balader à Versailles, je trouve ça d'un ennuyeux et d'un laid pas possible, et d'un réac et académique et tout et tout. Là, c'est l'enchantement. L'architecture est de Palladio, les peintures à fresque sont de Véronèse, et Dieu sait si c'est amusé, je regrette de ne pas avoir des diapos de tout. Il y a des bouquins posés en trompe-l'œil sur des tables, etc. C'est ravissant, il y a des chats qui se baladent, c'est délicieux. N'est-ce pas? Et puis, les sculptures sont de Vittoria. C'est les 3 grands messieurs de l'époque, au XVIe siècle, à Venise et à... Bon, bref, Padoue, Vicence. Voilà, Palladio, c'est surtout Vicence. Donc, c'est entre Vicence et Bassano del Grappa, mais beaucoup plus près de Bassano del Grappa. Bassano del Grappa, si vous voulez, c'est au pied des monts Grappa, c'est-à-dire la plaine vénitienne. Venise est là, la plaine vénitienne est là. Là, vous avez les monts du Grappa. Eh bien, Bassano est là, au pied de la montagne, et la Mazère est juste à côté. C'est parce que Venise pue l'été, donc les aristocrates avaient leur résidence de campagne, souvent peinte à fresque. Et là, vous voyez, c'est comme dans le Michel-Ange du Jugement dernier, c'est comme dans mes cours. Il monte son sacrum, pas parfaitement équilibré, mais ce n'est pas grave, il faudrait que l'épine soit un petit peu plus basse. Il monte son rachis, sa cage, son bassin, les omoplates, et en avant-marche. Les jambes ne sont pas terribles, c'est peut-être un restaurateur, hein, vous voyez, parce que c'est un peu tubulaire au-dessus, en dessous, et il y a mieux hein, chez lui. Mais ne regardez pas trop ça, mais là, vraiment, c'est très classique. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème, je vous ai donné la clé. Diapo suivante. Et vous pouvez aussi vous laisser aller à ne pas le faire, ce qui est très beau, par contraste, hein, en insistant, comme chez Vuillard dans la période d'Habit, sur le noir des bretelles et en mettant une chair dans laquelle il n'y a presque rien. Et bien évidemment, si tout était comme ça, ce serait très vulgaire. Heureusement, il y a ça chez Véronèse, une espèce de poésie du gras. Diapo. Alors ça, c'est somptueux, dans un vieux livre en noir et blanc. C'est vraiment un très très bel, très beau torse de dos. Hein. Et là, on sent que c'est architecturé, que c'est... Diapo suivante. Voilà, une peinture à l'huile. Vous savez, Titien, dans ses lettres, le dit très carrément. Hein. Il fallait que ça plaise viscéralement, donc il n'hésitait pas. Donc, ils en deviennent tellement fous de fondu que ça finit par plus tellement tenir, mais c'est tellement charmant, et la gueule dans le miroir, etc. Et vous voyez, c'est pas de l'anatomie. Il y a surtout du gras, mais par contre, là où il y a de l'os, ça tombe bien, quoi. Diapo suivante. Il y en a 4 dans cette série-là. Voilà, celui-là est à New York, Metropolitan. C'est très beau, là, parce que c'est très, très plat, vous voyez, avec un noir derrière et la chemise posée. C'est culotté, quand même. Comme ça, le nu est encore plus plat. Ça donne une espèce de dignité incroyable. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, il faut mettre au point, là. Ah, c'est vraiment, je te mets une femme nue, puis je mets des gens autour, Mercure, etc. Alors, à Venise, là où il est enterré, à San Sebastiano, c'est terrible, parce qu'ils ont tellement nettoyé les ciels qui sont peints à tempéra, que vous avez l'ébauche en dessous, qui est brune. Il y a des endroits, au Louvre, le ciel, moi je l'ai vu avant qu'il ne soit repeint, il avait été nettoyé. C'était très 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 beau. On avait la tempéra bleue comme ça, qui était opaque, et on voyait
la toile avec son imprimature uniquement à la colle pour les noces de Cana. Donc ça faisait une espèce de fond terre de Sienne, comme ça, c'était très très beau. Mais ils ont trouvé que ce n'était pas assez bleu, alors ils ont rebouché. C'est ça le problème avec lui, c'est comme les ciels sont à tempéra, le père de Mérimée l'expliquait très bien, qui était un grand amateur, eh bien les restaurateurs, ou ils retirent tout, ou ils rebouchent trop. Parfois, c'est délicat. Là, c'est un peu bouché. Diapo suivante. Mais c'est tellement extraordinaire. Alors ça, moi, j'adore. C'est à Londres maintenant, mais autrefois, c'était au Fondaco dei Tedeschi, qui est la poste centrale, tout près du Rialto à Venise. 4 peintures carrées, dont on ne comprend pas tellement le sens. Donc, c'est encore plus délicieux, si vous voulez. Diapo suivante. Alors là, il y a un bras mal foutu. Regardez. C'est étonnant quand même qu'il ait laissé ça. Hein? Et ça, c'est à fresque. Hein. J'ai bien regardé aux jumelles, etc. Non, ce n'est pas à fresque, c'est à l'huile, je dis des bêtises. Qui a peint ça? J'en sais rien. Mais c'est vraiment mal foutu. Et c'est drôle de voir qu'il puisse rester un truc comme ça, à côté de ça. Mais souvent, si vous regardez bien, devant certaines toiles, vous vous dites, mais il a peint ça assis, il ne s'est pas levé. Et il s'en fout. Là, c'est vraiment très, très gênant. Mais il y a des disproportions que j'adore, moi, de temps en temps. De toute façon, regardez par exemple cette jambe, est très volumineuse par rapport à l'endroit où elle se situe. Alors, avouez que c'est croquignolé, la ceinture sous les seins, non? Chez Véronèse, on se faisait plaisir. Même le chien est content, regardez. Diapo. Et surpris. Ça, c'est très, très beau. C'est vraiment l'hommage au gras, ça. Et il y a même un trochanter. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est à Londres. Hein. Donc, c'était autrefois à Venise. C'était vendu par les propriétaires du palais. Je vous dis, c'est devenu la Poste. Mais c'est assez beau comme endroit, la Poste. Le drapé, là, regardez comme c'est magnifiquement tendu aussi, ça. Coupé par le sablier. Ça a de la gueule, hein. Diapo. Alors ça, c'est somptueux. Alors, il n'est plus comme ça maintenant. Il a été rendu à sa mesure originale. Il s'arrête là, l'original. Au Prado, ils ont recouvert cette partie-là pour qu'on ne voit plus que la partie originale. C'est comme au Louvre, il y a, c'est beaucoup moins beau, une Sainte Vierge avec des saints. Et si vous regardez bien, toute la partie haute a été rajoutée parce que pour Louis XIV, on avait mis un cadre différent, etc. Puis on n'aimait pas le côté coincé, comme chez Georges de la Tour, vous savez, les joueurs de cartes. Si vous regardez bien, toute la partie haute n'est pas originale, là où il y a les grettes de la serveuse, etc. Donc, vous coupez là, hein, mais moi, je ne sais pas, ça c'est une des plus belles choses que je connaisse, un corps discret comme ça, très lumineux, et là, il y a une horizontale sublime là, sur le dos du chien. Je vais vous la faire, je la fais à chaque fois, ce sera la dernière fois. Mais pour vous dire la vérité, j'ai souvent rêvé que j'étais celui-là. C'est un peu un idéal pour moi. Ce tableau est, je crois qu'on peut mettre au point, ce tableau est d'une poésie absolument inouïe, quoi. Il a été acheté, je l'ai dit ou pas tout à l'heure, par Velázquez, hein, pour Philippe IV, et surtout pour lui-même. Vous savez que Velázquez a quitté 2 fois la cour pour aller vivre à Rome, et il a fait de diables coquineries. Il s'est un peu défoulé. Et c'est là qu'il a peint son nu, qui est incroyable, quoi, qui est à Londres, à la National Gallery, et qui n'est pas du tout dans la tradition espagnole, quoi, qui est vraiment, et qui nous a permis d'avoir que Goya ait l'envie de peindre Samara vestida desnuda. Ça crée une tradition, mais ce n'est pas du tout espagnol. Diapo, c'est complètement romain et italien. Alors ça, c'est un magnifique Véronèse, malheureusement très coincé maintenant. Il était autrefois à la lumière du jour. Il y a une décoratrice, avec 25 guillemets, qui a décoré le musée de Rouen. Et elle l'a coincé entre un parquet et un plafond. C'est terrible. C'est le Véronèse qu'adorait Delacroix. Il allait le regarder à chaque fois qu'il allait dans sa maison de campagne à Valmont. Et il s'arrêtait pour Delacroix, dans son journal. Si vous avez un jour le cafard,
Lisez le journal de Delacroix, il n'y a rien de plus... C'est grandiose, quoi. Et vous voyez Delacroix s'arrêter là. Diapo suivante. Il nous reste une aquarelle. Mais c'est un très, très, très beau tableau. Diapo précédente. Il y a des détails magnifiques. Il y a un bol en céramique, l'orangé par rapport au bleu profond. Ça, c'est un Montecitorio à Rome. Hein. C'est la petite église, là, en arrondi. Je ne sais pas comment, de quel architecte elle est. Diapo suivante. Le corps qui est là-bas à l'arrière-plan, là, c'est très nacré, c'est très extraordinaire. Enfin, je serais intarissable sur Véronèse. Diapo suivante. Regardez ça. C'est pas, non, c'est pas au point, je crois. Hein. C'est au point ou pas? Voilà. Ça, malheureusement, c'est loin. C'est à Los Angeles. C'est parti chez les Getty. C'est somptueux. C'est somptueux. Je ne sais pas si c'est au point, parce que les jambes ne sont pas au point. Mettons la diapo suivante, elle est en noir et blanc. C'est ma vieille image dans mes vieux livres. Ça, c'est plus récent. Je l'ai fait. La main est extraordinaire, quand même. De présence par rapport au... Ça, alors, je dois dire que Bonnard disait ça si bien. C'est fou ce qu'un noir peut colorer une toile. Mais c'est vrai que cette espèce de ton mordoré, comme ça, le noir les rend... La main devient rose, quasiment. Diapo suivante. Diapo suivante. Je ne me demande pas si je préfère... Enfin bon, c'est ma jeunesse, c'est pour ça que j'ai rêvé devant ça. C'est très tendu, hein, c'est vraiment très, très, très beau. L'aplomb, tout ça. Diapo suivante, je crois que j'ai fini. Ah non, ça c'est pour m'amuser. Est-ce que vous m'autorisez? C'est flou. On va essayer de mettre au point. Ce sont deux toiles que j'adore, qui sont à Nancy, mais je ne vais pas souvent à Nancy. C'est une fête romaine, une fête à Rome. Si vous allez à Nancy, si vous avez la chance que le conservateur les respecte, parce que parfois il les cache, il les met dans les réserves, c'est adorable. Je voudrais bien les regarder. Ça va aller très vite, en 5 minutes. Diapo. Je les ai retrouvés dans mes diapos. Mais c'est mieux que ça, ma diapo. Elle ne devrait pas être aussi floue. Dans l'autre sens. Ah, c'est très drôle, c'est complètement dingue. Diapo suivante, bah tant pis. On retournera à Nancy. Oh, regardez ça. C'est fantastique, non? Quasiment une peinture... oui, enfin, c'est ce que j'aime, quoi. Diapo suivante. Ça ne se fait pas, ça, aujourd'hui, de peindre ça, vous voyez, avec des nez, des tarins. Moi, j'aime ça. Les images. Diapo. Bon, c'est pas... Voilà, ça, elle est pas mal, celle-là. Hein, regardez les turqueries. C'est le carnaval à Rome, le petit garçon déguisé, là. Les manches trop longues des arlequins. Diapo suivant. Comment il s'appelle? Bon, bref. C'est Polichinelle, merci. Le curé, là. Diapo suivante. Oh, diapo suivante. Ça ne vaut pas mieux, mais ça me fait rêver. Allez à Nancy, musée des Beaux-Arts. Il y a un Caravage usé sublime. Diapo, il y a ça, parfois. Diapo. Vous voyez, regardez ça, c'est enchanteur, non? Diapo suivante. Voilà, bonsoir. Bonsoir.